Nous allons à présent retourner au thème, ouvrir le présent panel qui a pour thème « Financer pour développer ». Thème tout à fait normal, on ne va pas financer une PME pour qu'elle s'endette davantage et qu'elle n'ait que le temps de rembourser son crédit et de repartir à zéro, n'est-ce pas? Alors pour ce thème, nous allons inviter M. Tanchota Mpo, qui est le CEO de Pivotech. Monsieur Tanchota Mpo donc, a fondé Pivotech, une entreprise d'expertise digitale, et a accompagné de grandes entreprises françaises et européennes dans la transformation et la refonte technique de leur système d'information. Parmi celles-ci, on peut citer notamment Audi Finance et Crédit Agricole avec sa filiale de Crédit Bail. Alors, nous allons essentiellement nous intéresser au rôle et à l'apport des banques, encore elles, des banques et institutions de financement dans la croissance des entreprises et industries. Monsieur Tanchota, je vais vous inviter à vous installer et à nous présenter vos panélistes. On vous a perdu en cours de route, hein, mesdames et messieurs. On peut vous retrouver un peu? Vous pouvez me montrer que vous êtes là, s'il vous plaît? Merci, merci, merci de revenir dans la salle. Bonjour à tout le monde. Oui. Pour ce panel qui est financé pour développer encore un sujet très passionnant, très intéressant pour les entrepreneurs, mais aussi pour les banques, j'espère pour pouvoir un peu apprendre de ce que les entrepreneurs vivent. Nous allons aujourd'hui parler un peu de plusieurs sujets, l'apport des banques dans le financement de la croissance des entreprises et des industries, thème très intéressant, le rôle de la banque, les nouveaux outils, mais également la banque de demain. Cette banque-là, quelle va être-elle? Est-ce qu'elle va se transformer? Est-ce qu'elle va pouvoir vivre? Est-ce qu'elle va pouvoir un peu survivre? Ou va-t-elle mourir? Pour ce panel, j'ai l'honneur de recevoir ici Monsieur Basile Tchankwete, le directeur des opérations du Fonds de garantie pour la coopération économique FAGAS. S'il vous plaît, Monsieur Basile Tchankwete, s'il est là. Merci, installez-vous, s'il vous plaît. Pour ce panel aussi, nous serons accompagnés de Monsieur Jean-Jacques Golou, le directeur de Coris Bank. Bienvenue. Donc, Monsieur Jean-Jacques Golou, qui a eu un parcours d'abord chez EcoBank avant de se lancer un nouveau challenge, qui est de reprendre le lancement de Coris Bank International au Bénin. Bienvenue. Merci de participer à ce panel. Nous aurons aussi pour ce panel la Société de gestion des investissements UCA avec Monsieur Fabien Onyovi, directeur général. Bienvenue sur ce panel, monsieur. Je vous laisse prendre place. Et le dernier participant de ce panel, ça va être Monsieur Jean Zinsou. Monsieur Jean Zinsou, le directeur de risque de la Banque saharo-saharienne pour l'investissement et le commerce. C'est nommé en abrégé BESIC. Bienvenue, monsieur. Je vous laisse prendre place. Donc, les membres de notre panel sont installés. Nous allons commencer d'abord par cette question majeure. On leur laissera une petite minute pour se présenter davantage s'il y a lieu et dire un peu ce que leur banque propose. Non, pas vraiment. Bonjour, je vais d'abord laisser la parole à M. Basile Tchankwete du FAGAS, qui est de dire, on a entendu beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs parler de garantie. Quel est l'apport du FAGAS sur la notion de garantie, surtout au niveau des entreprises, on va être au niveau des entreprises qui démarrent et tout, et aussi au niveau des entreprises du secteur du numérique qui n'ont pas d'apport en termes de biens matériels. Bonjour à toute l'assistance. Avant de commencer mon propos, je dirais d'abord que on a très bien suivi les différentes interventions des panels précédents et qui a essayé de chuter un peu sur la problématique du financement. Quand on parle de financer pour développer, en fait, ça fait référence à quoi? Je vais commencer par introduire le FAGAS, c'est le Fonds africain de garantie de coopération économique, qui est basé ici au Bénin et qui est
l'un des premiers fonds de garantie de l'Afrique qui existe depuis 42 ans. Nous sommes un fonds des États, nous avons 14 États membres qui sont des actionnaires du fonds, dont naturellement le Bénin, qui est le pays où se trouve le siège du FAGAS. En fait, qu'est-ce que le FAGAS fait? Quel est le rôle du FAGAS? Le FAGAS a été créé par la volonté des chefs d'État pour pouvoir accompagner nos différentes économies. En fait, quels sont les différents produits du FAGAS? Essentiellement la garantie. Il faut dire que de manière historique, le FAGAS avant faisait un peu dans plusieurs domaines. Nous faisions un peu dans tout ce qu'on appelait la bonification des taux d'intérêt. Quand on se réfère à la taux ministérielle, c'était une bonification dont le gouvernement du Bénin a pu bénéficier du FAGAS pour pouvoir bâtir cette tour-là. Le FAGAS faisait un peu dans tout ce qui était comme l'allongement de durée de crédit, mais depuis 2017, on a essayé de revoir notre stratégie pour pouvoir adresser les vrais problèmes de financement, en se disant que chaque acteur autour de la table doit jouer son rôle, les banques jouent leur rôle de financement, et le FAGAS est là pour pouvoir accompagner ces différents acteurs-là. En fait, on a recentré nos activités tout autour de la garantie. Et sur ce, nous avons 3 types de produits. Je pense que les différents directeurs de banque nous ont précédé sur ce panel. Ils sont encore dans la salle. Le FAGAS, avec toutes les banques que nous avons au Bénin, et comme dans tous les autres pays membres que nous accompagnons, nous avons mis des lignes de garantie au niveau de ces différentes banques-là. Donc, la plupart des banques au Bénin ont pu bénéficier des lignes de garantie du FAGAS. Et quand nous disons ligne de garantie, en fait, c'est quoi? C'est pour adresser effectivement ce problème de financement des PME-PMI. Parce qu'on se rend compte que nous allons un peu beaucoup plus loin. Excepté les PME-PMI, nous descendons même au niveau des TPE, des TPI et tout ça. Qu'est-ce que nous faisons? Quand nous mettons une ligne de garantie au niveau d'une banque, en fait, il y a la notion d'effet de levier. Tout à l'heure, on a parlé de tout le dispositif prudentiel dont les banques sont assujetties depuis le 1er janvier 2018 et qui les contraint maintenant à pouvoir diversifier le risque. Donc ça, c'est d'où le fonds de garantie que le FAGAS joue pleinement son rôle pour pouvoir donner l'impulsion à ces banques-là pour pouvoir accompagner efficacement le financement de l'économie. Nous avons aussi un deuxième type de projet que nous appelons, que nous appelons la garantie individuelle. Donc, pour autant que nous mettions une ligne de garantie à disposition d'une banque, mais cette ligne de garantie ne va pas in extenso. Il y a quand même un certain nombre de conditionnalités qu'il faut que la banque puisse remplir. Et maintenant, à côté de cela, nous avons la garantie individuelle. Donc, pour un projet d'une certaine taille, la banque est obligée de se référer au FAGAS pour pouvoir accompagner ce projet de manière individuelle. À côté de cela, nous allons un peu beaucoup plus loin, excepté l'accompagnement des banques. Nous agressons aussi au niveau des SFD, des structures de microfinance. Nous mettons aussi des lignes de financement au niveau de ces structures de microfinance pour pouvoir atteindre des cibles les plus simples, les petits TPI, les petits porteurs de projets et tout, qui sont dans le portefeuille de ces microfinances-là. Donc voilà les 3 types de produits que le FAGAS met à la disposition pour pouvoir accompagner efficacement le développement de nos économies. Je vais essayer de m'arrêter là pour le moment et on pourra revenir par la suite. Merci. Merci. Je vais laisser la parole à M. Jean-Jacques Golou pour nous présenter un peu les actions directes et concrètes en fait, de Coris Bank pour financer et son rôle dans l'économie, particulièrement pour les TPE et les PME. D'accord. Alors, c'est déjà un plaisir pour moi d'être ici. En venant tout à l'heure, j'avais énormément de plaisir. Et après, je me suis demandé, est-ce que le plaisir est le même? Après avoir vu les collègues se faire flécher tout à l'heure. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il est intact. C'est un moment d'échange. Je suis d'autant plus heureux d'être ici parce que ce matin, j'ai appris que nous avons du cacao. Nous faisons du cacao au Bénin, ce que je ne savais pas. Donc c'est une belle leçon que j'apprends. Ce qu'il faut dire par rapport au financement des entreprises pour leur croissance. Tout à l'heure, en parlant de banques, j'ai eu la réflexion suivante. Aucune banque, en réalité, ne veut pas s'empêcher de faire du crédit. C'est-à-dire, la volonté existe. Le challenge, c'est la visibilité sur l'activité. La première chose, il faut maîtriser son activité. Est-ce que le promoteur est véritablement compétent? Il ne s'agit pas de savoir fabriquer quelque chose pour dire qu'on est compétent.
mais est-ce qu'il est suffisamment averti de la réalité, des difficultés de son activité, de son environnement, du contexte? Est-ce qu'il sait maîtriser entièrement cet environnement-là? Ça, c'est un élément important que nous prenons en compte dans le financement des entreprises que nous faisons pour leur croissance. Il y a un autre aspect qui est extrêmement important, c'est le sérieux des clients. C'est le sérieux des clients, j'insiste là-dessus. Juste un exemple, si vous prenez la plupart des biens immobiliers à Cotonou, même en sortant un peu, Porte-Novo, etc., je suis quasiment sûr que 25% des biens immobiliers appartiennent aux banques. C'est dû à quoi? Parce qu'il y a eu des entrepreneurs, il y a eu des hommes d'affaires qui ont manqué de sérieux. Et c'est généralement les mêmes qui ont planté les banques, qui régénèrent, qui renaissent de leur cendre pour se présenter autrement et réclamer à nouveau du crédit. C'est la réalité, il faut le dire. Aucune banque n'a envie de garder ces fonds-là. Ça ne rapporte rien, il n'y a aucune rémunération à garder ces fonds-là. Donc, il y a le sérieux du client que nous prenons en compte. On fait un checking, on vérifie, on regarde un peu le background. Il y a l'expertise, la connaissance du secteur. Et nous, en la matière, à Coris Bank, nous essayons donc d'apporter ce plus à la clientèle. En termes de service, nous essayons de faire systématiquement un retour à tout client qui sollicite nos services. Et il ne s'agit pas que du financement. Il y a également l'aspect accompagnement. Il faut échanger avec le client pour qu'il sache comment évoluer. Et ça, c'est ce que nous essayons de faire au quotidien. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à ma gauche, à monsieur, on va commencer par la SGI, allez-y. La SGI, monsieur Mouyovi. Merci. Je mesure la pertinence de ce sujet. Merci. Je mesure la pertinence de ce sujet et je crois quand même que c'est des sujets qui sont récurrents et qui arrivent souvent, mais après une conclusion, on se trouve qu'on est toujours au même niveau. Moi, j'ai eu cette chance de passer de la banque à la SGI et en étant à la banque, j'avais eu les mêmes comportements, les mêmes réactions que mes collègues qui sont ici. Et aujourd'hui, je suis de l'autre côté et je suis victime de ces comportements que j'avais. Donc, quoi? Et quand on prend une entreprise aujourd'hui, il y a différentes phases pour son développement. Il y a différentes étapes. Et quand je prends une start-up, le sujet est arrivé déjà dans le panel précédent, il faut vous dire que les banques, aujourd'hui, généralement ne financent pas les start-up. Ça, parce que la banque a besoin d'avoir, comme mon professeur l'a dit, une visibilité sur l'activité. Et celui qui apporte une idée tout de suite, il n'a pas de crédibilité vis-à-vis de ceux qui analysent ces projets. Et deuxième chose, par rapport aux banques qui n'a pas été révélée et que j'aimerais quand même qu'on en tienne compte, que nos confrères en tiennent compte, c'est la structure des ressources de banque. Les banques, aujourd'hui, pour la plupart, fonctionnent sur des dépôts collectés. Et ces dépôts collectés sont de court terme, sont des dépôts à vie pour la plupart, et ne peuvent pas financer des projets sur le long terme. Et c'est la raison d'être des SG, des sociétés d'intermédiation qui sont là, qui accompagnent les entreprises dans ce sens. Parce qu'une entreprise qui se développe dans un premier temps et commence ses activités, dans une seconde étape, commence par s'affirmer et commence par se développer, a besoin des ressources sur le long terme. Et cette ressource sur le long terme se trouve sur le marché financier et sur le marché financier régional. Le marché financier régional est très adapté à cela. Et c'est là notre domaine de compétence. Nous accompagnons dans la structuration des projets, nous accompagnons pour la levée de fonds, nous sommes dans l'ingénierie financière et sur la place boursière
nous pouvons aider les entreprises à travers leurs ressources à rentabiliser leur trésorerie. Ok, merci. On va passer le micro à la BESIC pour nous dire un peu, comme vos collègues, qu'est-ce que vous faites de différent par rapport à eux. Merci, bonjour à tous. Je vais commencer par dire que les banques en général ont un souci. Les collègues qui nous ont précédés ici ont soulevé les problèmes, mais il y a un problème sur lequel je voudrais revenir et insister. Lorsque l'on examine les dossiers des banques, des entrepreneurs, il y a différents ratios qu'on regarde, mais il y a un ratio qui n'existe pas et qu'on devrait regarder de plus près. C'est la volonté de remboursement des promoteurs. Cela fait sourire, mais au Bénin, c'est une réalité. Quand vous regardez le portefeuille en souffrance des banques, vous verrez un tas de clients qui n'ont pas remboursé les crédits, qui sont toujours là, qui essayent de, M. Golo l'a dit tantôt, qui essaient de renaître sous une autre forme, ce qui fait que, comme on l'a dit également précédemment, les banques sont devenues frileuses. Évidemment, dans cette salle, nous avons des promoteurs sérieux, nous en connaissons. Et donc, cela fait que on regarde par deux fois. A fortiori, quand c'est une start-up, c'est encore plus compliqué. Je voulais dire ça en premier. En deuxième, je voudrais dire que, et là également ça a été abordé précédemment par Madame Zanou, nous n'avons pas des entrepreneurs qui investissent dans la petite industrie. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui font de prestation de services, acheter, revendre, mais investir pour durer, investir pour grandir, nous n'en avons pas beaucoup. Bien sûr, nous en avons quelques-unes d'entreprises que nous essayons d'accompagner difficilement, il faut le reconnaître, parce que le problème de garantie, quand il s'agit d'investissement de certains niveaux, se pose également. Nous avons un partenariat avec des fonds de garantie. Ce partenariat repose sur le financement d'investissement. Nous avons une ligne, pour ne pas la nommer, avec le FAGAS, pour accompagner des entrepreneurs. Je vous assure que nous n'avons pas à consommer cette ligne, tout simplement parce que nous n'avons pas de projet entrant dans ce cadre-là. Nous n'avons pas de projet d'investissement bancable, comme cela a été dit précédemment. Et donc, si c'est pour financer les prestations de services, l'achat-revente, ça va. Mais de projets bien mûris, finançables, bancables, nous n'en avons pas beaucoup. Et donc, il y a lieu d'attirer l'attention des entrepreneurs qui sont dans cette salle sur cet aspect des choses. Ça a été dit également, se faire accompagner par des cabinets de gestion, de conseil, pour élaborer des dossiers dignes de ce nom. Des dossiers qui ne sont pas seulement de vivre au quotidien. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on se rend compte que les banques sont frileuses pour différentes raisons. L'une d'elles, c'est qu'on a des dépôts à vue à la banque et que l'argent que la banque doit prêter ne lui appartient pas forcément et tout. Et derrière, on a aussi des entreprises qui ne sont pas potentiellement structurées, qui ne répondent pas au ratio des banques. Mais en fait, la start-up, c'est l'entreprise de demain. L'entreprise traditionnelle est en train de changer, elle est en train de muter vers en fait d'autres formes d'entreprise. Est-ce que pour vous, les ratios qui vous permettent de prendre des décisions aujourd'hui, de financer les banques, sont encore viables, adaptés au marché ouest-africain? Ou faut-il les changer? Si oui, comment devons-nous faire? Je laisse la parole à Coris Bank, à M. Jean-Jacques Golou, parce que ça appelle une interrogation ou une intervention de sa part.
En réalité, les ratios sont des ratios généralement réglementaires. Donc nous ne pouvons pas y échapper. Donc il y a des ratios réglementaires qui nous sont imposés. Quel est le défi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de continuer, pour notre part, à sensibiliser la Banque centrale lors des différentes rencontres que nous avons, parce qu'on se réunit à peu près 2 fois dans l'année. Donc, lorsque l'occasion s'y prête, il faut le leur dire. Mais en réalité, nous sommes des banques commerciales, nous ne sommes pas des banques de développement. Nous n'avons pas les ressources longues. Nous ne sommes pas des banques dont la vocation première est de financer des start-up. Nous ne sommes pas des banques dont la vocation première est de financer des start-up. Nous sommes des banques commerciales, c'est-à-dire que nous aidons les entreprises à croître, à atteindre un autre niveau après que des mesures aient été prises à des étapes données de leur parcours. Sous d'autres cieux, nous avons, comme on les appelle en anglais, des venture capitalistes, qui savent prendre le risque qu'il faut pour lancer une entreprise. Une banque n'a pas la capacité de le faire. L'écart entre votre discours et notre discours s'explique par le fait que le langage de vérité n'est pas véritablement tenu. Nous allons sortir d'ici, nous allons repartir, on aura présenté les meilleures intentions. Dans 2 ans, dans 10 ans, on reviendra, ça va être la même chose. Comme l'a dit le grand frère donc, du FIFA, c'est la réalité. Donc nous n'avons pas cette vocation parce que nous sommes tellement encadrés qu'il faut faire un travail de lobbying. Mais chat échaudé craint l'eau froide. Qu'est-ce qui se passe? C'est la réalité dont j'ai parlé tout à l'heure. Les mêmes qui vous plantent reviennent autrement. Donc, je pense que ce n'est pas aussi évident que ça. La start-up ou l'entreprise qui démarre, qui a 1 an, 2 ans d'expérience, doit atteindre un certain niveau pour se faire aider maintenant par la banque pour aller un peu plus loin. C'est bon? Je voulais parler un peu du rôle des banques dans le développement de l'économie. Qui dit développement, forcément dit plus de revenus pour les particuliers, plus de chiffre d'affaires pour les entreprises. C'est l'État, ce sont les institutions publiques qui créent le contexte. Nous accompagnons, nous devons être là pour fluidifier le système. Donc, notre rôle dans cette perspective, dans ce cadre-là, sera simplement de hausser le niveau de nos services, de faire en sorte que nous ayons des ressources humaines compétentes, vraiment compétentes pour comprendre l'activité du client. L'artiste qui vient, qui a besoin de financement, peut avoir un financement, mais nous ne pouvons pas le lancer dès le départ parce qu'on n'a pas assez de visibilité. Les secteurs d'activité ne sont pas suffisamment réglementés chez nous. Vous avez parfois un photographe qui se lève, qui dit « Moi, je vais importer du riz. Est-ce que vous pouvez le financer ?» Et il sera le premier à dire qu'on le finance. Vous avez des gens qui n'ont pas comme expertise l'hôtellerie, mais qui veulent construire un hôtel. Vous y mettez les fonds, il se plante, il est le premier à dire qu'on ne l'a pas accompagné. Donc, nous devons être rigoureux, nous devons être professionnels. Donc, c'est le rôle des banques, en plus de devoir financer des projets structurants. On le fait, on ne le crie pas sur tous les plans parce que, par nature, nous sommes relativement discrets, mais nous finançons des projets. Et qui dit projet dit impact stable, impact sur les particuliers, enrichissement des entreprises, amélioration de la compétence même des PME. Et nous serons toujours là pour vous accompagner, mais n'attendez pas de nous qu'on se lance dès le départ. Ce n'est pas évident. Okay. Dans 20 ans, tout sera quasiment pareil. Ok. Je vais passer la parole à SGI, M. Onyovi. Quand on dit la start-up ne peut pas être financée, ce sont les mêmes qui reviennent et qui replantent les banques. Ces mêmes, on les connaît. Qu'est-ce qui fait que... et s'ils plantent les banques, c'est peut-être parce qu'ils ont suffisamment souffert pour avoir ce prêt-là. Est-ce qu'en fait, il ne faut pas déverrouiller un peu les exigences ou
penser à une autre forme de financement, un financement alternatif et communiquer. Parce que là, je me rends compte que les banques commerciales disent qu'elles ne peuvent pas financer les entreprises naissantes. Les entreprises naissent et il faut qu'elles naissent pour pouvoir grandir. Donc, on attend d'abord que l'entreprise grandisse avant d'être financée. Du coup, qu'est-ce qui se passe entre-temps? Est-ce qu'il ne faut pas... quelle est la solution, selon vous? La solution, je crois quand même que d'abord, je salue la clarté de l'intervention de DG Coris par rapport à la question, parce qu'il faut reconnaître que notre marché, à un moment donné, ne prenait pas en compte le caractère promoteur. Parce que quand je dis caractère, c'est son comportement social. Comment il se comporte dans la société. Il n'y avait pas d'enquête sur la moralité de ces promoteurs. Et si bien qu'au finish, on voit que c'est des promoteurs qui passent un peu partout, qui ont plusieurs sociétés qui passent partout. Donc, aujourd'hui, quelles sont les dispositions qui sont prises dans certains secteurs? Si je peux prendre le secteur financier, où j'interviens actuellement, et il y a un programme au niveau de la bourse initié par le régulateur et la bourse régionale des valeurs mobilières, qui a créé une cohorte pour accompagner un programme élite, on a dit bien sûr, financé par la Banque mondiale, pour accompagner les promoteurs, c'est-à-dire la gouvernance et la fourniture de l'information transparente sur le marché. Et de ce fait, un troisième compartiment sera payé pour leur permettre d'aller collecter des ressources sur ce marché-là. Je crois que de la même manière, au niveau des banques, il doit y avoir cette initiative. Initiative parce que, au démarrage, dans tous les cas, les banques ne financent pas, mais généralement, mais elles financent quelques-unes de ces entreprises-là. Donc, cette initiative doit être également mise en place au niveau des banques pour pouvoir accompagner dans la gouvernance ces structures-là. Merci, monsieur. Nous allons, je pense qu'on va juste, je pense que vous aurez le temps d'intervenir avec des questions. On va peut-être redonner un peu la parole au public pour qu'il y ait un échange plutôt vif. Voilà. Bonjour, Migan Ablo. Je travaille dans une ONG et j'ai une société privée de marketing et de conseil. J'ai besoin de savoir aujourd'hui quelle est la solution pratique que vous proposez à la place des banques commerciales. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune autre institution financière qui va aujourd'hui nous permettre d'aller et de pouvoir demander un financement adapté à ce dont on a besoin. Et tout à l'heure, quand on était dehors, on parlait avec certains collègues. Qu'est-ce que l'État fait pour que l'environnement permette réellement à l'entrepreneur de trouver de l'argent? Parce que, mis à part le fait, et pour avoir fait un peu de recouvrement pour certaines banques de la place, je peux vous garantir que quand vous prenez la plupart des dossiers de recouvrement, le dossier est vide. Vous avez des dossiers de recouvrement où la personne n'a que sa carte d'identité, il n'y a rien à l'intérieur qui puisse permettre de faire un recouvrement concret. On se demande comment il a fait pour avoir le financement. Mais cette personne-là, quand vous commencez à le chauffer, c'est le directeur de la banque qui vous appelle et qui vous dit de laisser tomber. Donc, pendant que vous avez un dossier concret, vous rentrez à la banque, on vous dit non, ce n'est pas possible. Comment on fait quand on n'a pas de parrain? C'est la question réelle. Comment on fait pour se faire appuyer par les banques quand on n'a pas de parrain, quand on n'est pas dans un cercle qu'il faut? Comment on fait pour s'en sortir? Merci. Bonjour, Nathalie Daouda, je suis consultante en stratégie de développement pour les entreprises. Alors moi, ma question, elle est, faut-il véritablement persister avec un système qui est cohérent dans un environnement occidental, alors qu'on a des modèles ici qui fonctionnent très très bien? J'entends, il ne viendrait pas à l'esprit de quelqu'un de ne pas rembourser sa cotisation de tontine. D'accord? Ça fonctionne et ça permet de financer énormément de choses de manière totalement discrète par rapport au système fiscal et on va dire formel, mais je n'aime pas ce terme-là. Donc ma question est-ce qu'il ne serait pas temps que nos économistes et nos ingénieurs dans les différents modèles de financement prennent au sérieux les modèles endogènes et fabriquent quelque chose d'hybride en prenant en compte la réalité sociale, la structure mentale, le fonctionnement des gens qui est cohérent avec leur environnement et de fabriquer quelque chose au milieu. Il y a des gens qui le font. Il y a des sociétés comme Ma Tontine au Sénégal. Il y a des gens comme Cofina, je ne sais pas s'ils sont là,
Il y a des gens qui font cette ingénierie-là à partir de modèles qui existent dans les sociétés. Est-ce qu'il ne serait pas temps de fabriquer cet hybride-là? Merci. Bonne question, bonne proposition. Oui, ce monsieur. D'abord. Merci. Je suis Théodore Ganflet, le DG de la SGI africaine de gestion et d'intermédiation AG. Je remercie les panélistes, notamment le DG Golo, pour la clarté de sa présentation, qui pose au fait le problème des instruments que nous offrons pour le financement des acteurs de notre économie. Nous avons souvent des instruments surdimensionnés par rapport à la réalité de ces promoteurs, ce qui fait que finalement, même si le promoteur est honnête et va chercher du crédit dans le système, finalement, il devient malhonnête parce que ce n'est pas adapté à sa réalité. Aujourd'hui, ce que nous allons demander beaucoup plus à nos promoteurs, c'est beaucoup plus l'engagement. C'est l'engagement qui lui permet de conduire son entreprise à terme. Il a une vision claire de là où il va. Il y a sa détermination. Il doit pouvoir également travailler sur l'échelle de son entreprise. Je veux produire tel volume, je l'expérimente, je maîtrise le process, j'essaie d'avoir des ressources qui peuvent me permettre d'avancer avant d'aller se d'adresser par la suite à une banque. Mais si la préoccupation majeure tout de suite c'est d'aller chercher un crédit à la banque, tu as beau être honnête, tu vas finir malhonnête parce que tu ne peux plus. Et c'est ce qui se passe avec la plupart des promoteurs. Aujourd'hui, il faut travailler sur l'écosystème. L'écosystème, aujourd'hui, nous allons demander beaucoup plus à nos fonds de garantie de travailler à installer des instruments qui soient à même d'accompagner ces entreprises pour aller chercher des instruments de financement au niveau des banques. Ce n'est pas la suite que nous aurons une deuxième vague d'entreprises qui soient éligibles au niveau des banques. Et après ça, nous aurons la troisième phase de ces entreprises qui peuvent s'adresser maintenant à la bourse que nous nous animons pour pouvoir avoir des entreprises qu'on peut accompagner valablement. Donc ça demande un engagement, tant au niveau de l'État, du promoteur même, des structures de garantie et des banques également qui doivent travailler avec ces structures de garantie pour pouvoir trouver les instruments qui s'adaptent à nos réalités. Ce panel, j'aurais bien aimé avoir des structures de microfinance qui pouvaient réellement nous présenter des alternatives. Malheureusement, il n'y a pas eu sur le panel. Donc, j'invite les organisateurs à intégrer cette spécificité les années à venir. Merci. Merci de votre contribution. Le monsieur en bleu et vous, et on va s'arrêter là pour le moment. Et merci beaucoup. C'est Anthony de Daglo. Moi, il y avait une question qu'on avait posée et l'autre panel n'a pas pu répondre. Quelqu'un avait demandé quels sont les secteurs d'activité financés par les banques. On n'a pas eu, quelqu'un m'a même demandé des taux de financement, on n'a pas eu cette réponse. Moi, je donne un exemple. Moi, je suis dans le pressing. Je m'étais rapproché de la banque Basic à Parakou pour demander, je veux le financement, j'ai besoin d'une machine. Oh, j'hésite, ça fait plus de 3 ans que je suis sur le marché. On m'a dit, ton activité, c'est du service, tu n'as pas de stock. Donc, on ne peut pas financer. Si c'était un stock là, on peut prendre le stock en garantie. Là, ça pose un problème. Oh, donc, j'aurais souhaité qu'on nous dise qu'est-ce qu'on peut faire si nous sommes dans ce cas-là. Voilà quelle est la démarche à mener pour pouvoir bénéficier des financements. À Cotonou, je connais des collègues qui sont financés. Ils sont dans le pressing. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais je veux comprendre. Si pour nous aider à comprendre, là, ça nous aiderait beaucoup plus. Merci. Merci beaucoup. La dernière question, vous présentez. Merci, madame. Et je suis séduit par votre présentation. Ah ben, merci. Et je remercie le directeur Golo, que j'ai rencontré une fois dans son bureau. Mon nom, c'est Claude Amoussou. Je suis le DG de la compagnie BioWorld. Nous sommes dans la modernisation de la médecine traditionnelle africaine et la création de l'auto-emploi. Et ça fait 5 ans que j'ai démarré cette activité qui n'a pas été du tout facile parce que c'est une innovation et que les Africains eux-mêmes ne croient pas. Or, dans ce domaine, il y a assez à gagner pour les institutions et pour la population. Et quand j'ai fait mes démarches vers les banques, ça n'a pas marché. J'ai dû commencer avec les microfinances, avec des tontines. Et j'ai démarré, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, j'ai atteint un niveau où
ces microfinances ne peuvent plus m'accompagner parce que mon besoin dépasse leurs limites. Mais les banques sont derrière ces microfinances. Est-ce que si ils ont un problème de confiance avec la population, est-ce qu'ils ne peuvent pas s'approcher de ces microfinances pour avoir des dossiers que ces microfinances ont accompagnés jusqu'à ce qu'ils soient à des limites qu'ils ne peuvent plus accompagner et que la banque peut prendre en charge? Il y a trop de mines là-bas que ces microfinances n'arrivent plus à accompagner. Mais ce sont des gens qui ont été sérieux sur toute la ligne. Et donc je trouve que c'est un milieu qu'il faut revoir. Il faut revoir pour ne plus que l'argent dorme dans les caisses, dans la banque. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, merci à vous, monsieur. Je crois que vous avez un ensemble de questions, mais aussi de contributions. Messieurs, je vous retourne donc la parole, monsieur Tanchuta. Ok, merci. Donc, on a pas mal de questions. Le financement, la banque d'investissement, où est-ce qu'on la trouve au Bénin? Merci. Loin de répondre à toutes les questions, je vais essayer de m'appesantir sur la question que vous avez posée. En fait, la problématique qui se pose actuellement, il faut qu'on essaie de voir, je pense que le panel précédent a essayé de donner les éléments de réponse. Ce qui gêne un peu sur la place financière, si vous avez remarqué un peu le comportement de tous nos opérateurs économiques, il suffit que quelqu'un ait une idée qui germe dans la tête, commence directement, va s'agresser à la banque. Mais dans un système normalisé, ça ne devrait pas se passer ainsi. Je pense que dans le panel précédent, on a parlé de toutes les structures d'accompagnement et autres. Parce qu'en fait, nous, en tant que fonds de garantie, on ne peut pas parler de garantie tant qu'il n'y a pas de financement. La garantie s'adosse sur un financement. Et en amont, qu'est-ce que le banquier recherche? Il a besoin d'un dossier qui est bancable. Et le dossier bancable signifie qu'il faut que tous les ingrédients soient réunis. Mais la principale difficulté qu'on constate, c'est que dès qu'un promoteur a une idée qui germe dans la tête, directement, il va chez le banquier. Personne ne peut être expert en tout. Par exemple, j'ai beaucoup apprécié la dame qui a fait une brillante présentation sur les produits de beauté, tantôt, même ceux qui sont passés un peu avant. C'est de très bonnes entreprises qui peuvent bien avancer. Mais je pense que beaucoup de personnes pêchent parce que quitte pour aller voir le banquier directement, il faut d'abord mûrir l'idée, vous rapprocher des structures d'accompagnement pour qu'elles regardent le dossier. Ces structures vont regarder le dossier, vous dit, parce que tout part de quoi? Ça part du montage financier qui est fait pour chaque dossier. Il faut voir quel type de montage financier pour chaque type de dossier, pour chaque type de financement, il y a un type de montage financier qui est adapté. Vous pouvez bien avoir besoin d'un financement d'1 milliard, vous rapprochez d'une structure d'accompagnement, vous direz que ici, dans ce projet qui vaut peut-être 1 milliard 2, vous avez peut-être 200 millions à mettre en fonds propres, et maintenant le milliard qu'il faut rechercher, c'est les financements qu'il faut lever. Et dans ce financement à lever, ça dépend du montage qui est fait, pour pouvoir faire en telle sorte que le dossier soit mieux digeste au niveau du banquier. On pourra peut-être vous dire, dans ce milliard à lever, peut-être, il faut peut-être se rapprocher du banquier, peut-être pour rechercher seulement 500 millions, peut-être que les 500 autres millions, il y a toute une structuration qui peut être mise sur pied pour qu'on puisse boucler le financement. Je pense que la première particularité, c'est d'abord là. Nous pouvons regarder un dossier que si le dossier est passé par la banque. C'est le banquier en amont qui joue son rôle. Et il dit au fonds de garantie, j'ai besoin de toi. D'autant plus que maintenant, avec le nouveau dispositif prudentiel de la Banque centrale, il faut absolument que le banquier joue son rôle en amont. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. OK, merci. Monsieur Zinso, on va vous retourner la parole. Sur les financements alternatifs, qu'est-ce qui fait que en fait, les microfinances peuvent donner de l'argent et pas les banques? Et pourquoi, en fait, la même banque sur deux villes différentes refuse d'une part de financer un projet et accepte de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe? Merci. Je vais commencer par la fin de votre question. Ça m'étonnerait qu'on ait répondu au client qu'on ne le finance pas parce qu'il n'a pas de stock. Ça m'étonnerait beaucoup, puisque lui me reconnaît que sur Cotonou, d'autres structures ont été financées. Je ne sais pas de dossier dont il parle, mais ce que je puis dire en l'état, pour ce genre de dossier, c'est toujours le même problème d'accompagnement, de montage de dossier. Si vous avez introduit un dossier où le plan d'affaires ne tient pas la route, où on se rend compte qu'on pourrait avoir des impayés, il est normal que la banque rejette le dossier. Je ne sais pas, cela a été dit abondamment avant nous. Nous sommes
des structures réglementées. Aujourd'hui, encore plus, avec les dispositions BAL 2 et 3, on dit, vous mettez 1 franc, vous mettez 1 franc de crédit, vous devez avoir 1 franc de fonds propres en face. Ça veut dire que les banques qui ont un portefeuille de 100 milliards de crédit doivent avoir 100 milliards de fonds propres. Et si vous ne voulez pas arriver à ce niveau-là, vous ne voulez pas arriver à cette situation, il faut trouver des organismes, des fonds de garantie pour bonifier, pour réduire l'exigence en fonds propres. Donc voilà un peu la situation. Et donc une banque qui prend un dossier comme l'entrepreneur l'a dit tantôt, quand elle regarde et qu'elle se rend compte qu'on risque d'avoir des impayés, quand vous avez un impayé, quand le dossier est en souffrance, il faut provisionner, il faut constituer des provisions. Donc c'est normal que lorsque le plan d'affaires ne tient pas la route, lorsque on ne sent pas qu'il y a un accompagnement, le dossier n'est pas bancable, c'est normal que la banque revienne. Ça m'étonnerait vraiment qu'on ait parlé, qu'on vous ait dit qu'il n'y a pas de stock. OK. Maintenant, pour les financements alternatifs, enfin, relativement à la microfinance, et je crois que c'est M. Awansou qui en a parlé, je crois que c'est un très bel exemple. Lorsque l'entrepreneur a commencé petitement et grandit, il est normal qu'il passe de la microfinance à la banque. C'est même l'idéal. Lorsqu'on commence petitement et qu'on grandit, il faut passer à des niveaux supérieurs. Nous, banques, en tout cas à la BESIC, nous n'avons pas la possibilité de descendre à cette gamme-là. Qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons en place des financements pour les structures de microfinance. Nous mettons, je ne divulgue aucun secret, le FAGAS est là. Nous accompagnons des structures de microfinance garanties par le FAGAS. Les 4 structures de microfinance descendent au niveau des petites entreprises pour financer. Mais inversement, lorsque l'entreprise a fait ses preuves avec les structures de microfinance, elle grandit, il est normal que la banque l'accompagne. Et donc, M. Awansou, je ne sais pas, adressez-vous à qui vous pensez. Et je crois que votre dossier pourrait être examiné. OK. Merci, M. Zinsou. Je vais redonner la parole à M. Jean-Jacques Golou. On doit travailler sur l'écosystème. Les ratios ne sont plus adaptés. Le financement alternatif marche. Mais par contre, au niveau des banques, on se dit il faut une banque d'investissement. C'est quoi la solution pour ne pas refaire ce panel l'année prochaine? D'accord, ok. En fait, on n'est pas encore véritablement sorti de l'auberge. Donc, le panel aura encore lieu l'année prochaine pour dire le niveau auquel le secteur se trouve. Il faudra encore un peu plus de temps. J'ai plutôt envie de répondre directement aux préoccupations des clients, des personnes dans la salle. Je vais être assez pragmatique, je vais droit au bout. Allez-y. Allez-y. Monsieur Arnaud, donc parlant des possibilités, vous l'avez dit, les banques ne pourront pas, les banques commerciales ne pourront pas, il faut descendre vers Vital, il faut aller vers FMPEG, il faut aller vers TADME. Comme l'a dit mon ami qui est à gauche, c'est là que ça commence. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ça s'améliore? L'État crée les conditions. Aujourd'hui, je pense que nous sommes sur la bonne voie parce qu'en termes de stabilité de la gouvernance, nous constatons qu'il y a une stabilité. Nous constatons que l'État a son autorité, a son mot à dire. On ne dit plus des choses sur lesquelles on revient quelques mois plus tard. Il y a comme un certain encadrement donc, de décisions qui nous permettent d'avoir une certaine visibilité. Les secteurs d'activité sont en train d'être organisés également. Donc ça, c'est positif. Et lorsqu'on aura mûri, lorsqu'il y aura eu de la maturité, un peu plus, les banques pourront descendre vers des petits clients qui sont au point de départ. L'autre chose, je ne sais pas qui l'a dit, mais parlant des instruments de financement surdimensionnés, aujourd'hui, en réalité, il faut juste pouvoir créer une structure de capital de risque dans laquelle les banques sont actionnaires, d'autres personnes également qui mettent leurs fonds, personnes morales. Nous avons peut-être un capital de 5 milliards ou de 10 milliards pour l'entreprise et on laisse cette entité prendre les risques et accompagner les petites entreprises donc vers le succès. Si nous le faisons, il n'y a rien à faire. Ça va se faire. C'est parce que par le passé,
le FNPEJ, je crois, ou le FNPEJ ou le FNM, l'une des deux structures, les deux, ont tenté. Mais l'argent est sorti d'une manière peut-être très peu orthodoxe. Et aujourd'hui, il faut pouvoir auditer, il faut pouvoir comprendre ce qu'il en est. Donc, le capital de risque reste la voie prépondérante pour ça. Le problème n'est pas le financement. Je vous assure tout, le problème n'est pas le financement, loin de là. Le problème, c'est l'organisation et la compétence du promoteur. Vous êtes organisé, vous avez une structure, vous êtes compétent, il n'y a rien à faire. Si une banque, à cause de son schéma de financement, n'arrive pas à vous accompagner, vous trouverez forcément une deuxième banque, une troisième banque. Mais si toutes les banques n'arrivent pas, il faut se poser des questions. L'hypothèque que nous prenons, on parle d'hypothèque, on parle de biens immobiliers. Les hypothèques, en réalité, ne nous servent à rien, car simplement boucher une case et dire voilà, quand les commissaires aux comptes arrivent, nous avons nos hypothèques. Non. La preuve, aujourd'hui, on a tellement de biens immobiliers à vendre que même si vous nous proposez 100 millions pour un bien 2 milliards, les banques sont prêtes à vendre tout de suite parce qu'elles préfèrent avoir la liquidité. Donc, les hypothèques, ce n'est pas ça le plus important, c'est la compétence et c'est la maîtrise de son secteur. Quels sont les secteurs que nous finançons? En réalité, on peut financer tous les secteurs, toutes choses égales par ailleurs. Chaque banque a son cadre, a son schéma. Si vous vous rapprochez de nous, on vous dira à peu près ce qu'on sait faire. Mais il y a deux principes. Il y a deux principes. Le premier, c'est la maîtrise de la source de remboursement. La maîtrise de la source de remboursement. Et la deuxième, c'est la capacité à faire le travail. Il ne faut pas que l'entreprise fasse défaut. Et lorsqu'on parle de source de remboursement, nous n'avons pas toujours les moyens, peut-être que un peu plus loin, quand vous allez vous approcher de Bessie, je vous le dis, mais non pas forcément, je ne parle pas pour vous, je parle généralement des banques, mais on n'a pas forcément la capacité de faire un suivi au quotidien avec des entreprises comme vous dont on ne maîtrise pas la source de remboursement. Donc à partir de ce moment-là, il y a une certaine frilosité. Après, c'est la connaissance du chef d'agence qu'il a de vous. C'est ça qui lui donne le confort pour défendre son dossier. Et enfin, microfinance, Origine Terre. Je voudrais juste parler d'Origine Terre. J'ai suivi la présentation tout à l'heure. C'est une entreprise que je connais, je consomme ces produits, que j'apprécie énormément. Nous les suivons depuis un certain temps et je voudrais les inviter à se rapprocher de nous pour qu'on discute. Nous faisons de la finance islamique qui a pour vocation à accompagner ce genre de structure. Il ne s'agit pas d'indiquer un taux d'intérêt exorbitant, mais nous entendons sur une marge. La finance islamique est basée sur la confiance, sur l'équité, sur la transparence. Si nous sommes à l'aise et que l'autre partie nous ouvre bien sa maison, c'est à cause de l'asymétrie d'information que nous prenons des hypothèques. Mais si l'autre partie nous ouvre bien la maison, on rentre et puis on fait un partenariat ensemble. S'il y a une perte, on assume. S'il y a un gain, on partage. Je voudrais m'en tenir à cela en disant un dernier mot, que nous avons une grande envie d'aller sur le secteur agricole en tant que Coris Bank. En ce moment, nous accumulons beaucoup d'expérience dans le secteur. Toutes les formations dans le domaine, nous y assistons systématiquement. Lorsqu'il y a des formations dans le domaine, nous y assistons parce que nous sentons qu'il y a une transformation de l'économie qui est en cours, il y a un travail qui se fait. Et ayant dit cela, il va falloir que je lâche le micro. Tout à fait. Pas me le faire arracher. Tout à fait. Merci, Monsieur Jean-Jacques Golou. On va se retourner côté SGI. Je pense que bientôt, on va devoir clôturer puisque je vois que le chrono tourne. Je dis, en fait, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont finançables et d'autres pas, où tout est finançable et le problème, c'est toujours du côté de l'entrepreneur. Et pourtant, il y en a des entrepreneurs qui sont compétents, qui sont brillants, qui ont fait leurs preuves ailleurs sur d'autres terres, qui ont des capitaux, qui ont développé des boîtes. Et quand ces entrepreneurs arrivent dans l'espace ouest africain, il y a un truc qui cloche. Je dirais que par rapport au secteur ou aux activités qui ne sont pas financées sont des activités déjà blacklistées, c'est-à-dire la vente d'une activité qui se livre à la vente de la drogue, par exemple. Ces secteurs-là ne sont pas financés de la même manière dans la banque que sur le marché financier. Et
Je peux rassurer qu'au niveau de la bourse, il faut que les entrepreneurs aient un regard sur le secteur financier. À ce titre que ils peuvent lever des fonds sur ce secteur-là. Sur ce secteur, parce que nous avons des entreprises qui vont chercher des financements sur ce secteur par les placements privés, par exemple. Parce que quand on parle de bourse ou marché financier, ils se disent qu'ils sont limités. Alors qu'ils ne sont pas limités. Ils ont la possibilité d'aller chez ce secteur. Il y a des critères d'éligibilité qui sont là. Et je crois que les promoteurs qui sont quand même motivés et passionnés à développer leur activité peuvent se retourner vers ce secteur. Ce secteur pour plusieurs raisons. Parce que le coût même de recherche de ressources sur ce secteur est moindre par rapport au coût dans le secteur bancaire. Rapprochez-vous de nous. Nous, en tant que boursiers, nous avons un département d'ingénierie financière qui peut définir votre profil. Si vous êtes initiateur, vous dire sur quelle source de financement il faut vous orienter. Si vous êtes une entreprise déjà à étape de croissance, on peut également vous orienter. Okay. Et je vais vous rassurer, le secteur financier est le meilleur secteur aujourd'hui pour financer votre développement. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin du panel. On va rapidement conclure. Financer pour développer, c'est une grande question. C'est une question, ça va être sujet d'un autre panel l'année prochaine puisqu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail là-dessus.